Et pour revenir sur cette journée, nous recevons sur ce plateau Guillaume Bigot, essayiste, et Pierre Laurent, journaliste et spécialiste de la Russie. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Cet échange était très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On s'attendait à une vraie rencontre bilatérale et puis finalement, il y a quelques jours, on a parlé d'un bref échange. Pourquoi ce bref échange? Pourquoi pas une vraie rencontre? Guillaume Bigot. Je crois que c'était pas l'objet. C'est le centenaire du 11 novembre qui était célébré. Donc même si les chefs d'État profitent toujours de ce genre de sommet pour se parler et pour échanger, directement de visu, c'était vraiment pas le propos, je pense. On a évoqué aussi peut-être l'intervention d'Emmanuel Macron qui n'aurait pas souhaité qu'on lui vole la vedette. Ça vous semble... Il peut intervenir jusque-là? Non, je crois que ce qui s'est passé vraisemblablement, c'est que Emmanuel Macron n'aurait pas apprécié que la cérémonie soit découpée en tranches par des rencontres entre des chefs d'État. Et on ne peut pas organiser des rencontres comme cela avec 84 chefs d'État en une journée, c'est impossible. Donc on est toujours disposé en France un peu à regarder les à côté, à dire « Ah oui, mais il y a une intention cachée ». Non, je crois que c'est aussi simple que cela, sans compter qu'une rencontre courte entre messieurs Poutine et Trump n'aurait pas suffi à régler les différents problèmes qui se posent à eux. Donc il valait mieux avoir une rencontre informelle de quelques minutes, d'un quart d'heure, où ils passent en revue les différents problèmes en se disant qu'ils vont se revoir pour traiter ceci ou cela. Et je pense que c'est beaucoup plus positif parce que les experts derrière peuvent travailler. Mais alors, quelle a pu être la teneur de leur échange ? Je ne sais pas, mais le président russe l'a très bien résumé tout à l'heure. Il a dit, d'ailleurs je suis d'accord avec vous, il a dit c'est les rencontres des experts qui comptent, ce ne sont pas les rencontres au plus haut sommet, qui sont souvent symboliques. Et à cet égard, ce qui est notable dans le symbole, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord le retard de Donald Trump pour arriver à la tribune et le retard ensuite de Vladimir Poutine. Et probablement Vladimir Poutine regardant à quelle heure arrivait Donald Trump pour arriver après lui et pour marquer sa domination. Et puis la réaction d'Emmanuel Macron, c'est dans les petits signes, si vous voulez, symboliques, que là on peut peut-être décrypter quelque chose de ce qui se joue en coulisses. Et donc ce soir, le dîner aussi, le dîner officiel, le dîner d'État, il y a un changement de placement. Enfin, or, ce genre de dîner, pour avoir été stagiaire au ministère des Affaires étrangères, je peux vous assurer que l'étiquette, et à l'Élysée, n'en parlons pas, l'étiquette, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, on sent qu'il y a des tensions qui sont des tensions évidentes. Elles transparaissent à travers ces petits décalages symboliques, d'autant plus que ce sont des mises en scène en réalité. Les acteurs eux-mêmes mettent ça en scène pour bien laisser paraître ce qu'ils ne peuvent pas dire. Il y a aussi sans doute la volonté d'Emmanuel Macron, qui n'est pas anodine quand on voit le placement justement lors des célébrations au pied de l'Arc de Triomphe. Vladimir Poutine qui était à la droite du chef de l'État quand Donald Trump était à sa gauche. Quel message le chef de l'État a-t-il voulu envoyer, Pierre Laurent ? Non, je crois que là, il y a une question de protocole qui fait que c'est le plus ancien qui se trouve à la place privilégiée. Maintenant, effectivement, il y a un jeu. Arriver en retard ou ne pas arriver en retard. Par exemple, il y a très longtemps, à l'époque où François Mitterrand était président de la République française, il avait fait exprès à un sommet du G7 d'arriver le dernier pour bien marquer que c'était lui le patron, parce que c'était le plus ancien à ce moment en poste, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est simplement un résumé, une sorte de flash photographique de ce qui se pratique depuis des années et des années. L'absence de la Grande-Bretagne est notable, ceci dit. Et pour quelle raison parce que c'est quand même le partenaire stratégique et militaire de la France. On célèbre la victoire, c'est d'abord une victoire franco-anglaise, même si... parce que la Russie a fait défaut en 1917, comme chacun sait. 18. Oui, enfin bon, elle ne se bat plus effectivement depuis quasiment 17 ans. Mais Non, jusqu'en 18, elle s'est battue. Alors, et en France, on ne peut pas dire que la contribution... Oui, non, j'entends bien. D'ailleurs, Vladimir Poutine a très justement
rendu hommage au corps expéditionnaire russe qui s'est battu de ce côté-ci du front. Vous avez raison, mais ce n'était pas décisif sur le plan stratégique. Non, bien entendu. Alors que c'est vraiment la France et la Grande-Bretagne qui vont faire plier l'Allemagne en réalité. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur le discours tenu par le chef de l'État devant l'Arc de Triomphe. Il n'a pas hésité à faire le parallèle entre la situation de l'entre-deux-guerres et la situation actuelle. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je crois que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les situations ne sont pas transposables. On ne peut pas reprendre aujourd'hui, point par point, ce qui se passait avant la guerre de 14. Avant la guerre de 14, il n'y avait pas d'organisation internationale pour régler les conflits, qui, même si on a l'impression qu'elles ne servent à rien, elles servent tout de même à quelque chose parce qu'elles calment un peu les ardeurs. Ensuite, la carte de l'Europe était très simple. La première conférence internationale sur la paix et le désarmement, qui a eu lieu à La Haye en 1899, à l'initiative du tsar Nicolas II, c'est-à-dire que c'était la Russie qui avait pris l'initiative de l'organisation de la première conférence réelle pour le désarmement et la paix, elle réunissait 27 chefs d'État. Et 27 chefs d'État, c'était la totalité de l'Europe. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, peut-être un tout petit dernier mot, très rapidement. Je pense que lorsque Emmanuel Macron nous explique que c'est finalement l'ensemble des nations et l'ensemble des morts qu'il faut célébrer et qu'ils sont morts pour la paix, on est quasiment dans le révisionnisme, dans la réécriture de l'histoire. C'est extrêmement choquant parce que les valeurs pour lesquelles sont morts nos soldats, qui sont des valeurs de liberté et de paix, étaient complètement liées à la défense de la patrie qui, elle, était attaquée. L'article 231 du traité de Versailles n'était pas complètement illégitime. En réalité, c'est l'Allemagne qui avait voulu la guerre, c'est l'Allemagne qui avait violé les traités internationaux. Donc il y a un révisionnisme, je dirais, deux fois. Sur cette question, ils ne sont pas morts pour la paix, ils sont vraiment morts pour la France. Et puis malheureusement, le second conflit mondial va nous apprendre, ce que Raymond Aron avait déjà dit, c'est que malheureusement, il y a pire parfois que la guerre. Si l'invasion et si la guerre précèdent le génocide, alors on ne peut pas être pacifique. Et donc on pourrait dire d'Emmanuel Macron dans ce discours absolument surréaliste qu'il n'a rien appris et rien compris du XXe siècle. Merci à tous les deux, Guillaume Bigot, Pierre Laurin, d'avoir accepté notre invitation sur RT France.